10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ce qui est avant tout très important pour nous, c'est la rencontre de populations, la rencontre de femmes, d'hommes, de jeunes, qui ont une culture différente. Et ça me rappelle un peu cette phrase de l'anthropologue Franck Michel, qui dit que le voyage commence là où s'arrête notre certitude. Durant une année, nous avons accompagné l'action de l'association Père Apache pour la paix en direction de l'Atlas et du Rif au Maroc. C'est à travers deux voyages, l'un autour d'une expérience de tourisme solidaire, l'autre sur le co-développement et la solidarité, que se sont déroulées ces rencontres méditerranéennes. Père Apache est une association qui a été créée en Corse parce que la Corse elle est au cœur de la Méditerranée et qu'elle a toujours été la Corse une terre d'échange et de mélange des hommes et des cultures. Mais elle vit aussi un enfermement dans la mesure où c'est une île, comme toutes les îles. Et nous ressentions à l'époque le besoin d'aller voir ce qui se passait, notamment sur les rives de la Méditerranée, mais y compris un peu plus loin. Et je serais tenté de dire que Père Apache est né malheureusement de la guerre en Bosnie en 1992. Et nous sommes allés voir exactement dans ce pays pour mesurer la gravité de la situation. Et depuis 1992, donc on a développé l'association. Pensons d'ailleurs que nous travaillons plus dans le domaine de la solidarité. On n'aime pas trop s'appeler association humanitaire parce que nous, on développe des coopérations culturelles, on travaille beaucoup l'échange, on travaille sur la mémoire. Et on est une association qui a permis à 160 jeunes de chez nous d'aller visiter les camps d'Auschwitz et Birkenau en Pologne, mais aussi une association qui travaille beaucoup sur les Balkans, en Serbie, en Macédoine, en Albanie, et puis dans certains pays africains, je pense notamment au Burkina Faso. Au Maroc, pendant le séjour solidaire, tout dernièrement, on a rencontré des gens très généreux, des gens chaleureux, des gens qui ont envie que les choses se fassent, qui aimeraient pouvoir développer encore plus leur région, leur village, qui souhaiteraient que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. En quelque sorte, on a rencontré des gens comme nous qui rencontrent des difficultés plus que nous, parce que malheureusement, ils sont plus au sud et que nous sommes dans des pays du nord, mais des gens qui souhaitent voir évoluer la société dans le bon sens. Bonjour, je m'appelle Fanny Lehuta, j'habite en France, en région parisienne. أنا صفاء أحلام من المغرب كنسكن في الدار البيضاء. Mi chiamo Ilaria Dusini, vengo da Torino, Italia. Меня зовут Павел Власов, я из России. C'est Pierre Pereira, je suis originaire de France et j'habite Rodez. C'est Bouzga Fatima, je viens de l'Algérie. Меня зовут Сорокина Ирина, я из Москвы. Mouaz Hseni, Tounsi. Je suis Clémentine Parmentier, je viens de France. اسمي حميد حمدي من تونس. Меня зовут Андрей Косицын, я из России. سعيدة شهبوبي من المغرب. Mi chiamo Barone Federica, sono italiana, abito a Milano ma vengo da Torino. Nous maintenant, on a eu quelqu'un qui nous donne du lait. Ouais.
Et on a économisé 2200 dirhams par mois. C'est énorme. Pour lui, il me dit, c'est rien. Ça fait Ça fait 200 euros. Ouais. Il me dit, c'est rien. On l'a senti dans le budget. Ici, vous êtes dans un centre des garçons, un centre d'hébergement d'urgence. Alors, l'association Al-Karam, elle vise la réhabilitation et la réintégration des enfants en situation difficile. Nous accueillons des enfants de 5 à 17 ans. Nous avons un mandat par le juge des mineurs pour que l'enfant soit placé chez nous. Nous faisons de la réinsertion scolaire et pour les enfants qui ont plus de 12 ans qui ne peuvent plus aller à l'école, ils sont en formation professionnelle. On fait de l'intégration professionnelle et après on cherche un stage pour cette jeune et après on cherche location avec colocataire ou tout seul dans une chambre, on l'aide 3 mois et après c'est lui qui paye le logement. Donc on suit cette jeune et on laisse l'enfant ou les jeunes construire leur chemin ou avancer dans leur avenir. Ce groupe de séjour solidaire représente 6 pays en fin de compte, tous des jeunes de moins de 30 ans. Je voudrais donc en leur nom remercier l'association Al-Karam qui nous reçoit aujourd'hui. C'est notre 5e action de solidarité en direction du Maroc. On a eu l'occasion depuis 2006 d'amener du matériel, en particulier dans une région qui a eu à subir un tremblement de terre extrêmement difficile, c'était dans le Rif, donc dans la région d'Al Hoceïma. Et depuis 2006, on entretient ce type de rapport. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on considère que la solidarité, c'est bien, mais la solidarité, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce qui est important, c'est les rapports entre les hommes, c'est l'échange. C'est les rapports qu'on est capable de créer tous ensemble aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement difficile. Et je dirais qu'au-delà même des aspects liés à la solidarité, ce qui nous semble vraiment plus important que tout aujourd'hui, et c'est peut-être la raison pour laquelle il faut aussi dire merci de cette rencontre aujourd'hui, c'est justement cette rencontre humaine, cette richesse humaine. Sans solidarité, nous allons laisser ces enfants pourrir et vivre dans l'anonymat, dans l'indifférence. En principe, je crois qu'il faudrait toujours qu'on soit solidaires l'un envers l'autre. Parce que nous avons besoin tous de l'un de l'autre. Tiens, auto. Notre berbère, ça me fait vraiment beaucoup rire. Ce sont des Arabes. Haït, ce sont des Berbères. Oulad, ce sont des Arabes. نعم ربي
شكرا. L'association Architecture de développement fait partie du réseau du Grand Maghreb arabe. C'est une association où toutes les familles sont membres. Vous voyez? Donc il n'y a pas on ne peut pas dire femmes, hommes, etc. Ce n'est pas une association qui est créée par un petit groupe, c'est une association créée par l'Ajma'a, qui est l'ensemble des villageois, hommes et femmes, et chaque famille est membre de l'association. Le développement pour nous, c'est de permettre à chaque habitant d'avoir un revenu minimum qui se situe entre 40 et 50 dirhams par jour pour pouvoir survenir à ses besoins et non plus rester dépendant de ses fils qui vont travailler dans d'autres villes ou à l'étranger, etc. Nous sommes maintenant au milieu de la troisième phase. Alors, nous avons fait le canal d'irrigation, nous avons fait un atelier de femmes artisanes, nous avons fait quelques petites bricoles dans ce sens. Nous sommes en étude pour le tourisme rural avec logement chez l'habitant pour lancer le tourisme solidaire. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est un tourisme culturel. Nous offrons des conditions de logement moyennes, donc logement chez la famille, repas avec la famille, vous voyez, et un prix de 150 dirhams par jour et par personne. Des gens qui veulent découvrir le pays, qui veulent s'imprégner de notre culture, qui nous respectent, que nous respectons, ils sont les bienvenus. On ne cherche pas à faire un tourisme solidaire pour gagner de l'argent. Et nous avons créé ce réseau justement pour essayer de tisser des liens d'amitié, de coopération entre les gens de différentes nations, de différentes cultures, de différentes religions, etc. Le but, c'est justement d'essayer de rapprocher le maximum possible les peuples et de bannir d'une façon, je dirais pas définitive, parce que c'est trop, hein, le racisme et toutes les... Cette minute-là, pour moi, c'est vive Haïti-Ktel. Merci. Vive la Méditerranée. Merci. Hein? Vous êtes dans quelle ville? La Méditerranée. L'école est très ouverte sur son environnement. Aussi l'essentiel, c'est qu'on fait intégrer
des éléments qui concernent la culture locale dans les programmes de l'enseignement. Et le résultat de toute cette philosophie, c'est que 100% des enfants entre 4 ans et 14 ans sont scolarisés dans le village d'Aitiktel et c'est une première de l'autre atlas. C'est une première. Concernant cette école, il y a 174 élèves, dont 56% sont des filles. C'est très important. Très bien, alors, donc c'est les J'étais, alors les enfants étaient à l'école. Quelqu'un passe écrire le verbe. Les enfants dans cette école bénéficient aussi des fournitures scolaires que leur achève la fondation BMCE. Donc les enfants viennent ici à l'école sans rien acheter. Seulement ce qu'on leur demande, c'est de faire des efforts pour apprendre. Le principe, c'est de ne pas produire des immigrants. Ouais. Le principe, c'est ça, de ne pas produire des immigrants. Ah oui, non. Tu veux rôter de l'œuf? Non. Tu fais un petit déjeuner typique comme ça à ton boulot, tu sais, avec de l'huile d'olive et tout. Ils vont te regarder. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour le fromage, les œufs. 3 km à pied, ça use. 4 km à pied, ça use les souliers. 5 km à pied, ça use. 5 km à pied, ça use les souliers. 35 km à pied, ça use. On était à Aitiktel, maintenant on a passé vers la vallée qu'on appelle la vallée de Tsamsoult. Et sa valeur, c'est que une vallée où il y avait les juifs marocains. À Aitiktel, on a vu que le produit principal, c'est l'olivier. Là, on va voir, c'est les amandiers et le noyer. Ce qui est difficile dans l'arabe, c'est qu'il y a plein de voyelles, de consonnes qui se... Comment? Moussa. Ah ouais. Moussa. Nous on dit Moïse. Moïse. Moi, c'est Moise. Moise. C'est pas pareil. La randonnée, c'est le moyen le plus efficace pour découvrir et rencontrer la culture d'une région, d'une population. C'est aussi la randonnée, c'est la façon où les jeunes ils découvrent vraiment comment vivent les gens avec leurs coutumes et leurs traditions.
Oh là là là. Tout le monde là. Allez, on va partager ça avec le... Goûtez. Non, ça... Un peu. Oh, ja. Oui, je peux. Ndrous, pain. Хлеб. Khaleb. Khaleb. Bread. Oui. Khaleb. Shukran. Merci. ما يخلف ما يخلف quoi là يخلف لا يخلف لا يخلف ça veut dire quoi merci غادي نمشيو On peut dire qu'on a vécu une très belle aventure, qu'on a vécu un peu dans le village. On a vu les traditions. Hier soir, la fête, elle était superbe. C'était super, ouais. On pourra dire ça, que vous nous avez bien accueillis, mais vraiment bien accueillis. Hein. On a été des villageois d'Ictiquetel pendant 3 jours. Merci à les amis et Inch'Allah, je suis sûr de venir. Et on peut dire que si on revient sur le sol marocain, on repassera par ici. Avec tout ce qu'on vous souhaite, toute la réussite pour votre association. Et vous êtes bienvenus en France aussi. Voilà. Au revoir. Fais attention à toi. Et on s'envoie des emails et des photos. Au revoir. À toi. Allez. Ah, c'est beau, hein. Petit Tarek. Bientôt. Travaille bien à l'école, d'accord? Là, il y avait la station, je traverse le bout, là. Ouais. Tu me racontes sur internet comment ça se passe? On est au village de Eril-Noro. Eril-Noro, c'est les villages qui est par là. Avant 67,
c'est les centres des juifs marocains commerciaux de tout le sud du Maroc. C'est-à-dire toutes les actions où les juifs du Maroc, surtout du sud, ça se passe ici. Donc on est devant nous, c'est la cimetière juif, c'est ce qui reste en fait. Il y a encore une synagogue dans ce village, ça existe encore. Elle était retapée par l'association des juifs marocains Casablanca. Il y a bien sûr une entente culturelle entre les juifs et ça arrive au point où il y a des poètes juifs berbères et des poètes musulmanes qui peuvent faire la wesh ensemble. Et les juifs, ils peuvent danser aussi ensemble, entre autres avec les berbères, dans les mêmes cérémonies. Comme aussi, ils participent, les musulmans, ils participent pour les fêtes, les mariages, les naissances des juifs. C'est toujours le cas, il y a toujours une entente quand les juifs reviennent au pays d'origine, c'est toujours pareil, quoi. Il y a toujours autant d'entente. Lorsqu'ils reviennent ici, ils font la fête, les gens de village ils leur font aussi la fête. Et tu sais, moi j'ai rencontré des juifs à Talivine qui connaissent mes grands-parents, qui connaissent les parents qui connaissent les gens de village. Est-ce que le monsieur Mohamed est toujours vivant? Est-ce que Fatima il est toujours là? Et voilà, donc c'est des gens qui se connaissent en fait entre eux. Donc c'est un peu ça l'histoire des juifs dans ce pays, dans ce village. تفكرين طاقة الصورة استهدي أنا نشوف داك الشيء أنا نشوف داك الشيء ما يمسكيش هاك ما يصور Donc le safran, c'est déjà une plante millénaire. Et c'est une plante méditerranéenne parce que ça existe un petit peu partout dans le bassin méditerranéen. Bien sûr, le safran, ça donne, ça fleurit, comme vous voyez, fin octobre, début novembre. Et également, ça demande le sol, il faut que ça sera un petit peu calcaire et humide. Aussi. Et quand on le met à sécher, on enlève la fleur ou on met les pistils? Ouais, on enlève la fleur, on met les pistils. Les pistils. D'accord. Avant tout, il faut savoir que c'est pas lié au tourisme d'hospitalité marocaine berbère dans le village. C'est connu ça pour le Maroc. Partout, il y a cette hospitalité. Et carrément même dans les maisons, il y a toujours une pièce comme ça, qu'on appelle la pièce des invités. C'est-à-dire les invités pour cette culture, c'est pas nouveau. Comme vous voyez, en fait, on est au village d'Emgoun. C'est un village en fait qui est au plein centre de l'Anti-Atlas. Et c'est un village où il y a la culture du safran. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui sont présentes avec nous en fait pour nous expliquer, pour nous donner des informations un peu sur le safran. J'ai du mal à voir. Ça fait combien de grammes par exemple, tout ça de safran? Moi, je vais te répondre qu'il te faut 150 à 180 fleurs pour avoir un gramme de safran. D'accord, ok. C'est-à-dire, chaque fleur, elle donne 3 pistils comme ça. Ouais, oui. C'est-à-dire, il te faut 150 à 180 fleurs comme ça pour avoir un gramme de safran. Donc, le prix du safran, avant les coopératives et tout ça, c'était vendu entre 3 dirhams, 4 dirhams, 5 dirhams le gramme. Et aujourd'hui, c'est entre 15 dirhams et 20 dirhams le gramme.
la maison Baudet. قبل ورصات اللي التعاونيه قبل اللي غنستنزا كان تنزنزا 700 300 ريال يليطرو ورقيس نوي والو ورقيس نستافد والو ورغري للدراري وركوين كلشي كيصير اشكو كل شاركان تما زيرتنا اركان ورقيس حتى والو ما كيس الا بلا ركان بوحداش نعيش اللي خدمت اللي الدراري اللي فوقنا نصبر صافي هو غايدير لا التعاونيه نشكر ربي نحمداس بعدا كاين رصاغ نمد فطاراتي تاروا نسنا رصاغ نمد لا زوات رصاغ نمد كلشي غير كاد لاباس تيزي لا تنزنزا الصغار بشكال غير كاد لاباس كاتينا تنزنزا سوا 2000 ريال غير كيزيد على 4000 ريال على 6000 ريال يدخلوا الحمد لله شكرا غار نضل في ربي غار التيسير ديال ربي الحمد باش هي روانا شكور لله. Depuis 3 ans, on travaille dans un projet de tourisme solidaire, ou bien de tourisme équitable, ou bien je ne sais pas comment. Chacun l'appelle d'une façon, l'appelle le tourisme solidaire. C'est-à-dire on fait un choix au village, des femmes délaissées par exemple, des femmes à enfants à charge et des femmes pauvres, ou bien des familles qui n'ont pas de moyens. Alors ils reçoivent les touristes pour une nuit, pour 2 nuits. C'est-à-dire les retombées économiques, ils sont bien répartis entre les femmes, entre les familles, mais avec la garde d'un petit pourcentage pour l'association. C'est un pourcentage de 10 à 15%. Le tourisme solidaire, je pense que c'est un atout du développement des villages. Parce que c'est une activité génératrice de revenus complémentaires pour les villageois. Et ça sert aussi de développer tout ce qui est produit à côté, surtout près du terroir, notamment le safran, l'argane, le tissage, l'artisanat traditionnel en fait, dans les villages. Le tourisme solidaire, c'est aussi un levier pour les échanges culturels, parce qu'aujourd'hui, c'est un atout de plus en plus pour que les gens puissent se mettre un petit peu en question, pour que les gens puissent parler, pour que les gens puissent se toucher aussi, et pour peut-être que les gens puissent aussi comprendre les contrastes chacun vis-à-vis de l'autre. Pendant toute cette semaine, je suis passée par tout un tas de palettes d'états et de sentiments, l'angoisse, la tristesse, la joie aussi. Et je crois que j'ai vécu ce voyage à travers mes sentiments, les sentiments de mes amis avec qui j'étais cette semaine. Et j'ai fait le constat qu'il y a 2 formes de tourisme. Il y a le tourisme de masse qui cherche, je crois, à trouver de la différence dans un pays étranger. Ils vont voir ce qu'on n'a pas en France, par exemple l'atypisme, le mulet, la nourriture qu'on mange avec les mains, etc. Et moi, ce que j'ai découvert avec ce voyage, c'est le tourisme solidaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe la religion qu'on pratique ou ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on se ressemble au final. Je me suis dit, je suis pas si différente que ça d'eux, et je crois que ça m'a apporté vraiment ce sentiment-là de... On est vraiment identiques dans notre façon de ressentir les choses. Même si on les sent différemment, on les ressent pareil.
l'association Rodana sont des jeunes volontaires qui s'intéressent beaucoup à leur ville et ils veulent protéger son environnement. Et ce qui rentre vraiment dans le tourisme solidaire, c'est l'écotourisme. Donc l'écotourisme, c'est un tourisme qui s'intéresse à faire un équilibre entre l'homme et son environnement. Mon expérience au Maroc, c'est une bonne chose. Ça permet de pouvoir découvrir autre chose, de pouvoir connaître l'Afrique, d'apprendre les cultures différentes, de savoir qui est son voisin. Et c'est une bonne chose, je pense, de venir découvrir tout ça. Voilà, alors la solidarité, déjà, ça commence par le partage. C'est offrir et recevoir en même temps. Alors, ce qui m'a touchée dans le voyage solidaire, c'est déjà le melting pot un petit peu de toutes les nationalités. On avait vraiment quasiment pas tous les continents, mais beaucoup de pays représentés dans ce voyage. On a pu vraiment échanger nos cultures, notre façon de vivre, parce qu'il y a des choses qui sont totalement différentes par rapport à l'Europe, à la France en ce qui me concerne. Après, ce qui m'a touchée, c'est le dévouement au fait de la population maghrébine que nous avons pu rencontrer. C'est vraiment, ça m'a ému de voir tout l'investissement des jeunes. Les jeunes, ils ont vraiment envie d'y arriver. Ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les aide, qu'on leur file juste un petit coup de pouce pour créer correctement leur projet associatif. Le tourisme, c'est pas simplement arriver dans un hôtel et pas connaître l'autre. Ne pas savoir, par exemple, le serveur, il peut arriver n'importe où, il peut être d'un petit village et même pas savoir ce qu'il fait, pas connaître ses cultures, pas connaître ses origines, sa façon de penser. Je pense que c'est important, quand on arrive dans un pays, de s'intéresser au moins à l'autre et à sa façon de vivre. Nous avons rencontré des villageois vraiment gentils, vraiment de belles personnes. Et je pense que tout le monde peut donner quelque chose à une autre personne. Et dans ce voyage, moi j'ai reçu beaucoup. Au niveau de culture, de mentalité, des habitudes. Ça a été un échange de culture et des idées aussi. Et je pense aussi que le voyage solidaire, c'est beaucoup plus d'un simple voyage. Parce que on doit vivre la vie des personnes de le pays que nous allons visiter. Aussi, je crois que pour vivre au mieux le voyage solidaire, il faut avoir les yeux de curieux d'un enfant. Hop, tu vois, c'était comme ça. Celui-là impeccable. Là, nous allons au Maroc pour la 4e ou la 5e fois et nous y allons avec 3 véhicules pour déposer du matériel auprès des associations et de la ville d'Al-Hoceïma. Et on y va avec un état d'esprit pour prendre en compte la culture de l'autre et apprendre soi-même. On
n'est pas une association humanitaire au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire qu'on n'emmène pas du matériel quelque part et on s'en va. Non. Ce qui compte avant tout, c'est de créer des rapports et des échanges. Et c'est par la culture qu'on crée les rapports et les échanges. Et à chaque initiative solidaire de l'association, on essaye d'y adjoindre un volet culturel. Parce que la solidarité, lorsqu'on emmène du matériel, on crée un déséquilibre. Parce que nous, on arrive des pays du Nord, et avec notre surplus, malheureusement, et ça crée forcément un déséquilibre, et on met l'autre, des fois, dans une situation un peu difficile. Mais dès qu'on aborde la question autrement, en particulier par le biais de la culture, on rééquilibre les rapports. Et c'est ce rééquilibrage des rapports qui nous intéresse pour faire en sorte que, citoyens que nous sommes dans nos pays, nous puissions devenir citoyens du monde. C'est Albert Jacquard qui dit que c'est les rencontres qui font de nous des humains. Alors, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Alfoué. Pour Jacques et Pascal, c'est leur maison. Et c'est votre maison aussi. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup à passer, merci à vous. Voilà. Voilà, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Ben écoute, ça me fait bien plaisir. Je trouve pas de mots pour vous dire merci. Voilà. Merci, Ça, tu vas c'est pouvoir tout. encore plus travailler. Mais tu vas pas nous dire merci parce que pour nous c'est tout à fait naturel, c'est normal, on travaille dans la solidarité. Et j'en profite quand même pour dire au nom de tout le monde qu'on a été enchanté d'une part de te connaître, de connaître ton association et surtout, au-delà des personnes qu'on a connues ici, de connaître votre activité, votre courage, de savoir ce que vous faites dans des conditions parfois bien difficiles. L'association Accueil Côté Orientation, elle a été créée en 2004 à cause du séisme du 24 février 2004. Donc au début, c'était aller dans les douars, c'était chercher les gens qui étaient traumatisés à cause du séisme. Et quand on est allé, il y a eu des gens, il y a eu des femmes, surtout des femmes qui étaient encore traumatisées un mois après le séisme. Et imaginez-vous qu'on a trouvé une femme qui a perdu 6 de ses enfants, mais qui n'a jamais pleuré. Donc un mois après le séisme, on est allé la voir, on est resté avec elle et elle a commencé à pleurer. Notre début, c'était ça, c'était de parler avec des gens, de chercher les gens qui étaient traumatisés. On les écoutait, on les orientait vers les spécialistes. Et après, on a élargi nos objectifs. Donc on a accueilli des femmes violées et on a commencé à accueillir des femmes violentées, donc des femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Et après 5 années maintenant, heureusement, on a pu avoir un centre de femmes pour les femmes en situation difficile. Et on est intégré dans le numéro vert. Donc on fait l'écoute et on fait le suivi juridique, on fait le suivi médical. Ça c'est en bref. Peut-être j'ai oublié quelque chose que Samira peut vous dire, mais je crois que c'est... Si jamais j'ai oublié quelque chose. Et tu disais donc dans les douars, il y a des gens qui sont vraiment démunis, quoi. Jusqu'à présent, j'ai vu un douar l'année dernière. On est sorti dans un douar qui s'appelle Sammar al-A'la. On est allé dans l'école, c'était en pleine montagne, il pleuvait, il faisait tellement froid. Il y avait des enfants qui avaient des t-shirts et qui avaient des sandales de plastique. Ils mouraient de froid. Moi, je portais un manteau, je portais des tricots, je portais des bottes. Et quand j'étais en train de parler avec les enfants, je vous jure, je tremblais de froid. Et ces enfants-là, je me demandais comment ils font. Mais nous, on a pu réunir des vêtements et des chaussures qu'on va donner. On est dans la nouvelle crèche d'Al-Hoceïma. On est venu apporter des lits, qui sont les lits de l'hôpital d'Ajaccio, donc des lits qui étaient au centre de pédiatrie et qui sont pratiquement tout neufs. On redonne vie à des choses qui, chez nous, n'ont plus de vie possible. C'est la 4e ou la 5e fois que l'on vient ici et à chaque fois on est bien reçu et
ça nous fait chaud au cœur, en fin de compte, de voir que, en fin de compte, en tant que citoyen, on se comprend vraiment bien. On a les mêmes objectifs et on veut un monde de paix et c'est très important justement de pouvoir dialoguer et échanger. On vit dans des sociétés où il y a des pertes de repères, il y a des problèmes sociaux importants qui se posent. Et je crois que c'est très important justement dans cette Méditerranée de créer des passerelles entre le sud et le nord, même si on ne vit pas de la même manière au sud et au nord, et en particulier là on est dans le Maghreb. Oui. Je pense surtout un peu plus bas au sud et à l'Afrique, hein, où il y a énormément de problèmes qui se posent. Mais justement c'est très important de créer ces rapports. Je me suis engagée dans cette association parce que je voulais me sentir utile. Donc je voulais aider mon prochain et donc l'association Parapatch, c'est une action qui bouge. Les actions se concrétisent. Enfin, les personnes qui ont donné du matériel, qui ont aidé, ont toujours un compte rendu, savent où le matériel va. Il est important donc pour les gens, pour la population, de savoir que le matériel qui a été donné a bien été livré à bon port. Et donc bon, cette association, en plus de ça, c'est une association humaine, une association d'échange. On a des relations, c'est comme une grande famille. Et bon, il est important, pour ma part, moi je connaissais très peu le Maroc. Maintenant je peux dire que je le connais bien plus. Il y a des personnes très intéressantes à découvrir. Là on est carrément sur le terrain, on voit les gens, ils sont heureux, ils n'ont jamais eu ça. Quand on apporte des ordinateurs, quand on voit que c'est le développement, qu'il y a très peu d'ordinateurs au Maroc par exemple, bon, les gens sont super heureux. Je veux dire, c'est très émouvant quand on apporte du matériel pour une crèche, qu'on voit tous ces enfants qui pourront bénéficier de ce matériel. On ne peut qu'être touché. On se dit, ben, voilà, on a fait une bonne action, on va aider un pays. Là, et puis il y a dans la voiture qu'il y avait hier, il y en a 14 ici et 7, c'est toi qui les as, ça fait 21. Allez, jouez là-bas. Livre là-bas. Ouverture là. Livre là. Nous sommes à Bnigmil, donc c'est une petite commune rurale qui se trouve à 70 km à peu près d'Al Hoceima, et nous y sommes arrivés la première fois en 2006. Et depuis 2006, nous avons travaillé pour équiper notamment cette petite école d'une bibliothèque avec un peu plus de 2000 ouvrages, une télévision, du matériel informatique et surtout le mobilier, puisqu'on a équipé notamment ces salles de classe d'un mobilier qui arrive directement de l'école de Pietrosé, puisque l'école de Pietrosé, là en Corse, avait changé entièrement son mobilier. Ça a été l'occasion pour nous, en travaillant avec nos amis d'ici et notamment Mohamed, qui est le président de l'association pour le développement de la culture, donc à Bnigmil, de pouvoir travailler au développement de ce projet. On a créé des liens et on essaie de les entretenir. Ce qu'on souhaiterait, c'est pas seulement venir nous dans ce beau pays, le Maroc et en particulier le Rif. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens du Rif puissent venir chez nous. D'autant plus qu'en Corse, il y a beaucoup de Rifins. Et je crois que l'échange prend toute son importance à partir du moment où on arrive justement à faire en sorte qu'on puisse y compris venir connaître notre propre culture.